Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Antoine, cette semaine, on met à l'essai le Polestar 3. Ouais. Mais avant de parler du produit, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la marque, qu'on fasse un bilan, puis peut-être qu'on explique qu'est-ce qui se passe là, dans les derniers temps avec cette marque-là. Oui, une division, en fait, une marque complètement indépendante de Volvo, mais qui emprunte l'essentiel de sa technologie à Volvo. Polestar, depuis 2020, est sur le marché chez nous, se fait connaître tranquillement, mais un réseau de concessionnaires encore embryonnaire. Et évidemment, Polestar, ça a été pendant 5 ans un produit essentiellement. Il y a eu la Polestar 1 au début, mais évidemment, le produit Polestar, ça a été la Polestar 2 pendant pratiquement 5 ans. Mais c'est un produit qui vit sur du temps emprunté en ce moment parce que, comme il est fabriqué du côté de la Chine, il n'y a plus de possibilité de pouvoir le commercialiser chez nous. Alors, toutes les Polestar 2 qui ont été destinées à notre marché ont été fabriquées avant le 1er octobre 2024, même si elles sont millésimées 2025. Et on a fabriqué une quantité considérable de véhicules pour être capable de pouvoir fournir l'année 2025 pratiquement au complet. Du moins jusqu'à ce qu'on arrive avec la Polestar 4 qui, en quelque sorte, va venir reprendre le flambeau de la Polestar 2, même si c'est une voiture qui a une vocation un peu différente et qui va coûter peut-être un petit peu plus cher. Mais évidemment, le véhicule qui nous concerne aujourd'hui, c'est le Polestar 3, premier VUS de la marque Polestar, produit très important parce qu'on vient rivaliser avec une quantité considérable de VUS électriques de luxe sur le marché. Et au passage, évidemment, pas besoin de dire que Polestar, c'est du 100% électrique mur à mur. Il n'y a pas de véhicule avec moteur à combustion, là. Le Polestar 3, c'est un véhicule qui est bien différent de la Polestar 2 par le format, par le prix aussi, beaucoup plus dispendieux. Ouais. Et il partage sa plateforme avec un Volvo. Effectivement que le Polestar 3 partage sa plateforme avec un autre produit Volvo qui est le EX90, plateforme SPA2 dédiée évidemment aux grands véhicules électriques de chez Volvo Polestar et on va l'utiliser sur d'autres futurs produits, c'est évident. Maintenant, le Polestar 3, c'est un véhicule très important pour l'entreprise parce que oui, c'est le premier VUS, mais c'est aussi une nouvelle vitrine, une nouvelle image, un véhicule qui joue beaucoup sur le design, sur son côté un peu sexy. Et évidemment, on va aller rivaliser avec des joueurs allemands, hein? Alors, ça prend un véhicule qui a une forte personnalité et là-dessus, je pense qu'on a réussi quelque chose de bien parce que côté look, côté présentation, c'est original, c'est distinctif, c'est pas du tout semblable à ce qu'on propose du côté de chez Audi, Mercedes, BMW, voire même Porsche. Alors, je pense qu'on a une formule qui est très intéressante. Alors que du côté de chez Volvo, on voit tout de suite que c'est une évolution du XC90 qui, lui, demeure sur le marché d'ailleurs en 2025, reçoit quelques retouches là, pour le moderniser un peu. Mais on est dans le plus traditionnel chez Volvo, on est dans l'audace du côté de chez Polestar. On est d'accord que l'esthétique est bien réussie. Maintenant, on s'en va à l'essai pour voir si les performances sont aussi convaincantes. Avant de vous parler de l'habitacle, un mot sur le design du Polestar 3, totalement réussi. Un véhicule que j'aime beaucoup avec certains éléments stylistiques qui sont très originaux, comme cette partie vitrée au-dessus du haillon. On ne retrouve pas ça souvent dans l'industrie. La partie avant avec un passage pour l'air, ça fait en sorte que non seulement la partie avant est originale, mais on a aussi un coefficient aérodynamique optimisé à 0,29 pour un VUS de cette taille aussi imposant. C'est quand même digne de mention. Alors, chapeau au designer de Polestar. Et je dirais la même chose pour l'habitacle parce que le choix des matériaux, le design, le fait que ce soit à la fois épuré, mais avec quand même des détails qui font en sorte qu'on a cette impression d'un véhicule de grand luxe, c'est vraiment réussi. Petit truc qui m'agace cependant, tout passe par l'écran central, l'ajustement des rétroviseurs, du volant. Bref, il y a des sous-menus et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours intuitif d'aller jouer avec les ajustements, ne serait-ce que pour le système de chauffage, climatisation. Faudra s'y faire. C'est pas le véhicule le plus spacieux que vous allez retrouver dans le segment. La soute à bagages est très correcte, mais vous allez trouver des véhicules plus polyvalents à ce niveau-là. Je pense qu'on achète un Polestar 3 pour se distinguer, pour avoir un véhicule qui est un peu plus original. Ça peut faire compétition à des VUS formule coupée que vous allez retrouver dans l'industrie et je trouve que c'est une très, très belle alternative. Mais évidemment que si vous cherchez de l'espace, un Volvo EX90 qui exploite cette même plateforme, la SPA2, va vous offrir davantage de polyvalence, de commodité.
Maintenant, dans le cas qui nous concerne, on est à bord d'une version performance du Polestar 3. Ça signifie quelques petits éléments supplémentaires pour améliorer la dynamique de conduite. On passe de 483 à 510 chevaux. Alors évidemment que le saut de puissance n'est pas particulièrement impressionnant, mais vous allez avoir en revanche une suspension un peu plus ferme, un châssis dynamique, des pneus Pirelli P0 plus performants. Ça vient affecter un peu le confort, mais vous allez avoir surtout un différentiel arrière multidisque qui fait office bien sûr de vecteur de couple et qui permet d'accélérer la roue extérieure en virage pour stabiliser la caisse, pour améliorer le comportement routier et la tenue de route. Alors, une conduite un petit peu plus incisive avec cette version performance qui coûte 7 000 $ de plus que le modèle régulier. Évidemment, vous perdez ici quelques dizaines de kilomètres d'autonomie par rapport à la version régulière. Ici, c'est 449 annoncés contre 507 pour la version régulière. Et honnêtement, bien que ce soit impressionnant au niveau du comportement routier, je ne pense pas, surtout au Québec, que ça vaille la peine d'aller vers cette version performance qui se distingue aussi sur le plan esthétique par des étriers de frein qui sont peints de couleur dorée et par ces ceintures jaunes qui sont une signature de Polestar Engineer. Alors oui, c'est un véhicule un peu plus performant, un petit peu plus rapide en accélération de quelques dixièmes de seconde. C'est 4,7 secondes pour le 0-100, mais dans les faits, un Polestar 3 régulier fera le travail. Par contre, ce que vous allez apprécier, peu importe la version que vous allez choisir, c'est la grande qualité de construction du véhicule. On ne ressent pas du tout le fait que ce soit un véhicule qui vient d'arriver sur le marché où il reste que quelques petits éléments à peaufiner. C'est un véhicule mature, solidement construit, avec un très, très bel équilibre. Et c'est un véhicule extrêmement lourd, c'est plus de 2600 kg. Le poids se fait sentir, mais pas à ce niveau-là. Alors, je trouve qu'on a réussi quelque chose de très bien au niveau de la gestion des suspensions du châssis, de la direction également, qu'on peut paramétrer de différentes façons. Il y a évidemment différents modes de conduite sur ce véhicule-ci, conduite à une seule pédale, mais vous allez quand même surtout apprécier le rendement général, le confort du véhicule, qui est très correct dans la version performance, mais qui l'est encore plus si vous optez pour une version régulière, parce que vous allez avoir des jantes de plus petit diamètre et une suspension un petit peu moins ferme. Avec la version performance, il me faut également souligner qu'on a des pneus qui sont asymétriques, 22 pouces, donc de taille 265-40-22 à l'avant, 295-35-22 à l'arrière. Alors, combinaison pneumatique qui ne sera pas nécessairement évidente à trouver. Mais au final, je me dois de souligner que le comportement routier du Polestar 3 est franchement exceptionnel. J'aime le fait qu'on ne sente pas son poids, que ce soit extrêmement bien construit, qu'on ait un superbe équilibre entre dynamique de conduite et confort. Alors ça, ce ne sont pas tous les véhicules qui vont offrir ça dans le segment. Et il y en a énormément des véhicules dans le segment en compétition. Pensez au Audi Q8 e-tron, BMW iX, le Cadillac Lyriq, évidemment le Tesla Model X qui a été le premier dans le segment, et le Volvo EX90 qui exploite la même technologie que ce qu'on a ici, mais dans une formule un peu plus traditionnelle. Bref, il y a l'embarras du choix. Et je vous dirais que le Polestar 3, pour moi, c'est un coup de cœur pour son comportement, mais aussi pour son look. Certaines garanties prolongées couvrent jusqu'à la valeur de votre véhicule. Ceci est à considérer pour les véhicules dont les coûts d'entretien sont plus élevés. Utiliser une huile moteur inadaptée peut entraîner divers problèmes. Cela peut provoquer une mauvaise lubrification, une usure accrue du moteur et une surchauffe due à une viscosité inappropriée. À long terme, cela pourrait causer l'accumulation de dépôts, réduire l'efficacité énergétique et même endommager le moteur. Consultez toujours le manuel de votre véhicule ou trouvez votre huile recommandée via notre Lube Consult sur le site web de Total Énergie. Je te sens un peu plus dans ton élément, mon cher Mathieu. Là, hein? Je l'aime. C'est la première fois que j'embarque dans cette voiture que j'ai vue longtemps sur, j'allais dire sur papier, mais à l'écran. Ouais. La Polestar 3. On est dans un environnement Android Automotive. Oui, on est encore dans un environnement Google, mais ça fonctionne bien. J'aime ça. J'aime le petit écran derrière le volant. Ça, c'est bien. Ouais. Affichage tête haute, de l'espace, un toit vitré. Honnêtement, là,
un jour, j'aurai assez d'argent pour me procurer cette bagnole qui est au-dessus des 100 000 hein? Quand même, quand même. Mais le système audio à lui seul est extraordinaire. Oui, hey, petite mention, le système de recharge sans fil, vous allez voir qu'il y a comme des insertions, une espèce de système de ventilation pour garder le téléphone un peu plus frais. Commentaire qui revient souvent parce que les téléphones parfois surchauffent dans le véhicule. Ça fait en sorte qu'on va fermer certaines applications. Ça va avoir un impact direct aussi sur notre Android Auto ou encore sur notre Apple CarPlay. Le téléphone qui va arrêter de se charger aussi. Aussi, effectivement. Bon, Polestar, c'est bien sûr la Polestar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es-tu allé dans la section produits dérivés de Polestar? Non. Attache ta tuque, on y va ensemble. Alors, tu peux ou tu pouvais te procurer, via des associations avec Polestar, une moto, voire scooter électrique, une association avec la compagnie Cake. Okay. Et c'est vraiment d'excellents véhicules 2 roues que j'ai eu la chance de conduire. Okay. Mais aussi au Québec, c'est comme entre deux cracks. C'est pas un scooter, c'est pas une moto. Il y en a qui sont maximum 80-90 km/h. Ouais, puis là, avec les nouvelles lois, bon. C'est compliqué, mais c'est vraiment beau, sauf que sort tes sous, c'est 6 300 $. Autre chose, un vélo électrique. Combien pour un vélo électrique? Association entre Polestar et Alley Bike. Oh, j'ai envie de te dire 8 000? 13 000 $ pour le vélo électrique. Ils ont tout déconstruit, tout réassemblé et c'est vraiment avec l'ingénierie de Polestar et le savoir-faire de la compagnie de vélo qui se sont arrivés avec cette espèce de vélo très haut de gamme, il faut le dire. Est-ce que toi, tu as plus le pied marin? Pas du tout, en fait. Et je suis pas mal certain que tu n'as pas le portefeuille non plus parce que pour à peu près 600 000 $. Merci de me rappeler que je suis cassé. Oui, mais 600 000 $, je pense qu'il y en a une couple qui sont cassés. C'est un bateau, le Candela C8 Polestar Edition, un bateau électrique. Effectivement, il y a, à mon sens, quelque chose d'un peu contre-intuitif d'aller se reposer comme ça sur l'eau avec le vacarme du bruit d'un moteur de bateau. Bon, écoute. Mais écoute, 600 000 $, c'est quand même assez dérisoire. Mais bon, ça trouvera très certainement preneur. Ballon de basketball, Polestar, as-tu déjà vu ça? Un ballon de basket? Oui, c'est bizarre. 131 $. OK, excellent deal. Et je terminerai avec la cerise sur le sundae, un ensemble de 6 crayons de bois Polestar. OK, t'es rendu ailleurs. Là. Oui, on est à 65 $. Donc à peu près quoi? 11 $ par crayon. OK, c'est vraiment pertinent, ça? Hey, c'est un dur boulot, faut que quelqu'un le fasse, et j'ai été sur le site de Polestar. Cependant, en faisant des petites recherches, je te parlais de la moto, voire scooter électrique. Ouais. Un concept que j'ai adoré, c'est qu'on a fait un support pour ces véhicules 2 roues-là. Ouais. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait utilisé la puissance de la batterie du véhicule pour pouvoir recharger en même temps qu'on se déplace le véhicule 2 roues en arrière. Je trouvais que l'idée était bonne, parce que dans un milieu très urbain, voire un centre-ville de Montréal, tu pourrais te stationner légèrement hors centre-ville et faire ton dernier kilomètre, dernier 2-3 kilomètres avec cette espèce de petit scooter, voire vélo électrique, recharger à même ta batterie. Je trouve qu'il y a quelque chose de logique dans un environnement où, il faut le dire, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de circuler dans certains centres-villes nord-américains. Je te dirais quand même que si je paie 110, 120, 130 000 $ pour un véhicule, j'aimerais ça être capable de l'utiliser jusqu'à destination, mais ça, c'est moi. C'est pas bête. Est-ce que le mode éco d'un véhicule permet de faire de vraies économies? Quand il est activé, le moteur tourne moins vite, la puissance est réduite et l'accélération plus lente. Ça contribue à économiser du carburant, oui, mais c'est pas magique. Si vous pesez plus fort sur l'accélérateur pour compenser, vous perdez l'efficacité. Antoine, suite à l'essai, c'est clair qu'on aime le véhicule, on le trouve agréable à conduire, performant, il est beau, ainsi de suite, mais ça reste un véhicule qui est dispendieux et qui est dans un segment où il y a beaucoup d'offres, ironiquement, puis peu de demandes quand même. Bien, peu de demandes. Est-ce que ça va augmenter au fil du temps? Peut-être un peu, mais encore faut-il avoir le portefeuille pour se payer ce genre de produit-là. Et on regarde l'industrie automobile en général, c'est assez fascinant parce que le segment de la voiture compacte, par exemple, il y a de moins en moins d'offres pour une clientèle qui est encore très présente sur le marché. Alors qu'ici, on a plus d'une quinzaine de propositions pour des VUS qui vont coûter entre 80 et 150 000 $
tout électrique, mais la quantité de gens qui sont capables de se payer ça ou qui souhaitent s'acheter ce genre de véhicule-là, elle est toute petite. Alors, il faut réussir à se démarquer et c'est là que je pense que Polestar réussit quelque chose de bien. Après ça, il faut se faire connaître. Ça, c'est l'autre truc, parce que la marque Polestar ne vient pas automatiquement dans l'esprit des gens lorsqu'on pense à changer de véhicule. Et le fait qu'on ait un réseau de concessionnaires encore très embryonnaire, il y a 2 points de vente au Québec en ce moment, bien, ça demeure pour moi un élément qui ne joue pas en la faveur de Polestar. Éventuellement, ça va s'améliorer. Mais évidemment que c'est un défi pour Polestar d'aller rivaliser, par exemple, avec Cadillac, qui a des points de vente un peu partout. Le Cadillac Lyriq, par exemple, peut être un rival de ce produit-là dans les modèles les plus haut de gamme. Puis on va aller jouer dans le territoire de l'Audi Q8 e-tron, d'un BMW iX, même d'un Jeep Wagoneer S. Lorsqu'on a lancé le Wagoneer S sur le marché, ça débute à 93 000 $. C'est le même prix qu'un Polestar 3. Pas besoin de te dire que je privilégie le Polestar 3, mais évidemment, après ça, c'est la façon de le vendre, comment on joue nos cartes. Et ça, c'est un autre point intéressant du Polestar 3, c'est que lorsqu'il est arrivé sur le marché, évidemment, on était assez conservateur au niveau des taux de financement de location. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on est très agressif. On veut aller chercher de la clientèle. Tu mentionnais que Polestar a besoin de se faire connaître. Ils ont d'ailleurs été super agressifs avec les prix au niveau de la Polestar 2. Ouais. On a offert des locations sur 2 ans, des prix vraiment compétitifs. Ça a d'ailleurs été vraiment payant au Québec. Ils en ont vendu beaucoup. Oui, il y a une proportion de Polestar 2 qui s'est vendue au Québec beaucoup plus grande que dans le reste du pays. C'est pas un véhicule qui s'est vendu en volume autant qu'une Tesla Model 3, par exemple, parce que, tu vois, Tesla a vendu à peu près 18 000 Model 3 au Canada en 2024. On est autour de 2 000 Polestar 2. Mais encore une fois, pour 3 points de vente au moment où cette voiture-là était vendue en 2024, et là, ça va grossir tranquillement. Donc, c'est une voiture qui, chez nous, s'est bien vendue. Mais je trouve ça intéressant aussi qu'on ait des promotions agressives avec le Polestar 3. Location au moment d'enregistrer avec un taux à 1,49 %. Là, tu vas me dire, oui, c'est un véhicule de 113 900 $. C'est pas donné, c'est sûr. Le modèle qu'on a essayé, d'ailleurs, c'était à peu près le plus équipé. Il y avait toutes les options, mais on n'est pas obligé d'aller là. Ça, c'est le premier élément. Il y a certaines options que je ne choisirais pas. Et deuxièmement, bien évidemment, quand on est dans ce territoire-là, il faut regarder les offres de la compétition. Et quand tu fais cet exercice-là, tu te rends compte que Polestar est vraiment, vraiment dans le coup. Ça, c'est sans compter les promotions pour aller chercher de la clientèle de la compétition. Justement, on veut tellement aller chercher de la clientèle chez la compétition qu'on utilise une stratégie quand même assez inusitée. On offre un rabais conquête de 5 000 $ pour les propriétaires de Tesla qui veulent changer pour un Polestar. Une stratégie que je trouve vraiment géniale parce qu'en fait, on va aller chercher des propriétaires de Tesla qui vendent des véhicules électriques sur le marché nord-américain. C'est Tesla. Bon, peut-être un peu moins dans les derniers mois avec ce qui s'est passé, mais quand même. Alors, on va aller chercher des clients qui ont des modèles Y, clairement, peut-être même des modèles X, parce que c'est un véhicule qui se défend sur le plan technologique, sur le plan du design, sur le plan de la qualité de construction aussi, et qui n'a pas une image péjorative comme la marque Tesla l'a eu dans les derniers mois. Alors ça, c'est un bel avantage. On est très agressif et 5 000 $ de rabais dans un contexte où il n'y a pas de crédit dans ce genre de produit-là, bien, c'est un 5 000 $ qui se prend bien. Même si on est dans un secteur de véhicules très cher, les gens regardent encore la facture. Ils vont aussi regarder en passant la facture des assurances parce qu'assurer une Tesla depuis quelques mois, ça coûte une véritable fortune. Bon, les assureurs se défendent en disant qu'il y a des risques de vandalisme plus élevés. Je pense que ça a été passager comme situation, mais n'en demeure pas moins que de comparer les prix d'assurance d'un produit Polestar avec un Tesla. Là aussi, on va avoir une belle surprise. On va réussir, je pense, à aller chercher beaucoup d'acheteurs de Tesla, mais encore faut-il se faire connaître. Ça demeure pour moi le principal défi de Polestar, d'autant plus qu'on tente de se distinguer toujours de Volvo, et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident. Dans le guide, c'est évident que Gabriel a beaucoup apprécié le véhicule, la performance, la conduite, ainsi de suite, tout comme nous. Maintenant, est-ce que dans le segment, c'est le véhicule que tu conseillerais aux gens d'acheter? Bien, tout dépendant de ce que tu veux. Évidemment que le Porsche Macan EV coûte plus cher, mais est encore plus sportif au niveau de la conduite. Ça m'a vraiment impressionné, mais ça coûte une véritable fortune. Et à l'opposé, bien, si tu cherches un véhicule plus spacieux, plus confortable, plus polyvalent, le nouveau Lucid Gravity est un véhicule qui, je pense, pourrait connaître un bon succès. Encore une fois, une marque à découvrir, mais qui a une technologie vraiment impressionnante. Mais dans le milieu,
je te dirais que ce produit-là se distingue parce que tu as le meilleur des mondes, c'est-à-dire que tu as un peu plus d'espace, tu as le côté sportif très agréable, tu as un look totalement réussi, tu as une qualité de fabrication qui est indéniable et je pense qu'on est dans le prix également. Mais je louerais. Je n'irai pas en achat et c'est vrai pour l'ensemble des VUS électriques de ce segment-là parce qu'on ne sait pas comment le marché va se positionner dans 3-4 ans. Très difficile d'anticiper la valeur de revente d'un produit comme celui-là. Très difficile d'anticiper aussi la fiabilité. C'est tout nouveau. Même si on sait que c'est un véhicule qui est solidement construit, c'est quand même audacieux de prévoir la fiabilité de ce produit-là. Alors, louer sur un terme qui n'est pas trop long, de toute façon, on a des taux plus agressifs qu'au financement. Je pense que c'est la meilleure solution pour ce produit-là. La semaine prochaine, on met à l'essai quelque chose de plus rationnel, le nouveau Kicks. Oui, un produit qui est super important pour Nissan, nouvelle génération. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.